Et bienvenue donc pour cette troisième édition de Médias en scène. C'est un rendez-vous sur le nouvel âge des médias, donc ces mutations. Et la mutation qui va nous intéresser principalement, c'est celle de cette tendance donc des organisations culturelles à créer leurs propres médias et des médias à créer leurs événements culturels. Nous en sommes la preuve aujourd'hui, événements hybrides et dans l'innovation technique. Alors, en toile de fond, donc cette crise qui frappe le secteur culturel, la défense et le développement de la diversité culturelle dont on va parler, et l'idée qu'aujourd'hui, plus que jamais, la politique culturelle ne peut se contenter d'être une politique de crise, justement. Alors, on va discuter avec vous tous. D'abord, peut-être ceux qui sont à distance. Bonjour Mathilde Giraud. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes directrice éditoriale de Ground Control et du studio Ground Control. C'est un tiers-lieu, on peut le dire, Ground Control. On peut parler de tiers-lieux culturels, en effet. On peut parler de lieux culturels indépendants également. Et donc un lieu hybride avec son propre studio de radio. Donc vous êtes installé dans une ancienne halle de la SNCF dans le 12e. Il y a même un morceau d'avion à l'intérieur. J'y suis allée. Et on peut y danser sur des DJ sets. Voilà le dance floor de Grande Contrôle si vous ne le connaissez pas. On fait beaucoup d'événements aussi à Grande Contrôle en partenariat avec Radio France. Donc doté d'un studio qui vous a permis de donner plus de portée dans la durée et à la fois dans la diversité des publics. Donc vous êtes doté de ce studio et de ce média pour justement faire rayonner votre programmation. Alors, Vincent Carrick, vous êtes également là. Vous êtes directeur d'Artifarty, European Lab, We Are Europe. Vous êtes connu, entre autres, pour le festival Les Nuits Sonores à Lyon. Vous avez lancé l'appel en mars dernier des indépendants de la culture. Et vous développez un projet de médias européen ainsi qu'une structure d'incubation de médias émergents. Donc avec vous, on va parler de cet appel et aussi évidemment de ce développement du média au sein d'une structure culturelle. Et puis Quentin Guerriot, qui a la chance d'être avec moi en présentiel, vous êtes à la tête d'un vieux média, selon vos propres dires, Trax Magazine pour les vieux fêtards. Non, pas du tout. Ça fait 25 ans que ça existe, ainsi que Mint Magazine et Bon Esprit dans l'hécatombe des médias musicaux, radio musicale comprise. Les chiffres sont tombés aujourd'hui. Eh bien, vous avez réussi à vous en sortir. Vous avez survécu en vous diversifiant autour des thématiques de la culture festive et à travers un rythme très soutenu et très divers d'événements organisés donc sur le terrain. Donc, merci à tous les trois d'être avec nous pour débattre. D'abord, Vincent, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire sur cet appel lancé en mars, qui a reçu 1600 signatures depuis et qui a été relancé en mai, qui débouchera le 2 décembre sur également un manifeste. Mais d'abord, un rappel sur l'appel. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Et vous avez presque tout dit. L'appel a été lancé en mars dernier à Lyon, en effet, par une trentaine de structures culturelles, dans un état un peu d'urgence, puisqu'on a vu arriver vers nous une crise dont on a tout de suite compris qu'elle allait avoir des conséquences dramatiques sur nos activités, qu'elles soient en l'occurrence dans le spectacle vivant, dans le live, dans la musique, mais sur l'ensemble du secteur culturel. Et on a eu une conscience aussi assez aiguë et rapide du fait que dans le paysage culturel, tout le monde n'avait pas les mêmes fragilités, tout le monde n'allait pas subir cette crise de la même façon. Et notamment, on a perçu un risque considérable d'affaiblissement ou de disparition des structures culturelles indépendantes parce qu'un grand nombre d'entre elles étaient déjà fragiles ou précaires avant cette crise et qu'elles n'avaient pas ni d'une certaine façon la sécurité apportée par l'État ou les collectivités pour ce qui concerne les grandes structures institutionnelles qui ont souvent des niveaux de financement public très élevés, ni même la sécurité économique produite par le fait, comme ça a été dit tout à l'heure, d'appartenir à un grand groupe industriel ou à un grand groupe d'édition. Donc voilà, cette fragilité, c'est d'abord celle-là qui nous a rassemblés, et puis la volonté aussi d'être ensemble, d'être unis, de se solidariser pour dépasser cette crise et au-delà pour pouvoir dessiner collectivement un horizon culturel qui nous semblerait plus conforme aux urgences et aux priorités de la société dans laquelle on vit. Et il semble qu'aujourd'hui, il y a un décalage assez net, un décalage de plusieurs décennies entre une vision de politique culturelle qui est appliquée en France et les enjeux, les priorités, les urgences, les hiérarchies auxquelles nous devons faire face. Donc ça, c'est
Ça s'est ensuite déroulé sur un timing estival. On a fait des réunions partout en France. Et puis 2 jours d'états généraux à Lyon. On a convié 150 structures représentatives des 1600 structures signataires que vous avez évoquées. Et tout ce travail, toute cette somme de contributions, de débats, d'échanges, de workshops, etc., se retrouvera dans une synthèse qui est le manifeste que nous allons en effet publier le 2 décembre et qui a pour objectif d'interpeller à la fois le politique, bien sûr, le ministère de la Culture, les adjoints et vice-présidents et vice-présidentes et adjointes à la culture de tout le territoire, mais aussi les médias et le public. Alors, il y a un retour en images, en tout cas une sorte de condensé en images de ce projet d'appel des indépendants qui suit son cours donc jusqu'au manifeste le 2 décembre. On regarde ensemble ? Avec plaisir. Il y a eu une politique culturelle jusqu'à présent, elle est ce qu'elle est, elle a 50 ans. Est-ce que les updates de ce logiciel de politique culturelle ont été suffisamment resserrés, efficaces, présents ces dernières années? On a tous le sentiment que non. On a le sentiment d'avoir une vision de politique culturelle qui est quand même en large décalage par rapport à ce qui se passe à plein d'endroits. Alors comment ça va les indépendants? Tout le monde est en état de choc, hein. Chacun est à la fois confronté au destin de sa propre structure, de son propre projet, son festival, son club, sa salle de concert, sa maison d'édition, son label. Chacun essaye de trouver des solutions immédiates, d'abord pour passer cette crise, donc pour être encore là dans quelques mois, quand on en sortira, si on en sort dans les mois qui viennent. C'est beaucoup d'acteurs qui sont quand même très ébranlés par la situation, un peu fatigués aussi. Ouais, il y en a beaucoup quand même qui ont dit, alors souvent avec humour, tant mieux, mais qu'ils étaient au bout de la roulette, quoi, vraiment. Et qu'ils étaient à 2 doigts de changer de vie, de faire autre chose, de je ne sais pas. Mais il y avait vraiment un épuisement, je pense. C'est une situation un petit peu inédite. On s'est retrouvés en mars dernier avec cette crise. On rentre au cœur de cette crise et on s'est dit, tiens, on va annuler des événements pour 2 ou 3 semaines. Et puis la suite, on la connaît. 6 mois plus tard, on en est au même bilan. Et là, on commence à reporter des tournées qu'on avait déjà reportées sur l'automne. On les décale désormais à 2021. On s'attendait peut-être à courir un sprint et au milieu du 400 mètres, on nous a dit que c'était un 1000 mètres. Et puis au milieu du 1000 mètres, on nous a dit que c'était un 2000 mètres. Il y a un défaut de lisibilité de ce qui se passe, je pense, qui met les nerfs à rude épreuve. Signataires en mars, 1600 signataires aujourd'hui, donc pas mal de chemin parcouru, des signataires qui viennent de la France entière, donc c'est ça qui est assez extraordinaire. Aujourd'hui, on a réussi à rassembler environ 150 délégués représentants de ces 1600 signataires. En fait, là, l'importance d'être ici maintenant, c'est de se confronter en fait, à la réalité nationale et de voir qu'on peut devenir pragmatique, même dans un contexte aussi difficile. En fait, on s'organise et on n'est pas dans l'attente parce que malheureusement, les systèmes d'aide, le fait que l'État puisse abonder financièrement pour nous sauver en partie, c'est une chose. Mais le fait qu'on soit acteur de notre construction future et de ce qu'on va devenir, ça, c'en est une autre. Et en fait, il faut que ce soit nous qui le portions. Ça ne va pas être écrit pour nous et on doit comprendre nous-mêmes ce que sera la suite. Les aides de l'État nous aident et nous apportent des réponses directes, concrètes, c'est certain. C'est indéniable. Après, on a peur sur le long terme. Le budget des 220 millions dédiés à la musique est en train de réduire et il est d'ores et déjà annoncé qu'il sera là jusqu'à novembre 2022. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière si la crise continue? Donc c'est ça qui nous alarme, c'est la suite. Parce que là, on sait qu'on peut tenir jusqu'à la fin de l'année 2020. On va tout faire pour tenir jusqu'à fin 2021, mais derrière, c'est notre histoire. Dans les plans du projet de loi de finances là, pour les mois à venir, etc., ce qui concerne le secteur culturel est, encore une fois, extrêmement majoritairement fléché, engagé vers les cultures les plus institutionnelles, le patrimoine, etc., etc. On voit qu'il faut d'abord sauver l'Opéra de Paris, investir dans Versailles, investir dans le château de Villers-Cotterêts, etc. On a toutes les raisons d'être très mécontents en fait, parce qu'un chiffre par exemple, quand 206
26 millions d'euros sont accordés à l'ensemble du secteur du spectacle vivant privé. 81 millions vont directement à l'Opéra de Paris. Donc là, il y a des grands déséquilibres. On se dit, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. L'enjeu, c'est que ces solutions, d'abord, ces propositions, elles émergent de façon collective, qu'elles soient portées. Et ensuite, évidemment, il faut les structurer, il faut leur faire dire quelque chose, il faut construire un message politique qui doit aller rentrer dans le débat et dire voilà ce que nous, collectivement, pensons de la situation et voilà ce que nous souhaitons pour le futur de ce paysage culturel. Parce que nous en sommes acteurs, nous n'en sommes pas de lointains témoins dégradés ou mis sur le côté. On est au cœur du propos culturel de nos territoires, de notre pays, de l'Europe, etc. On est au cœur de ça. Donc on a un droit majeur de participer au débat. Et nous revoici donc pour Médias en scène et ce débat sur les hybridations entre médias indépendants et structures culturelles. Justement, on voyait le petit thé de Trax sur cette vidéo. Quentin Garriot, comment vous êtes-vous retrouvé embarqué dans cet appel des indépendants et comment vous réagissez à cette métaphore de Vincent Carré qui est assez efficace sur le 200 mètres qui devient un 400 mètres, puis un 1000 mètres, puis un marathon? Pour commencer, sur la métaphore, elle est assez juste parce que c'est vrai que cet été, dans l'entre-deux tours des confinements, il y a plein de secteurs sinistrés qui ont eu la chance d'avoir quand même un moment de respiration. Je pense au cinéma, au théâtre, à certains lieux qui étaient à ciel ouvert. Mais si on parle des cultures festives et des lieux un peu plus clos, c'est vraiment le niveau zéro depuis le début. Donc, je pense que de toute façon, c'était bien résumé dans la vidéo aussi, que ce soit pour les bookers, pour tous les acteurs de cet écosystème. On sent que ça va être long et que voilà, même quand il y aura un moment de réouverture, je pense que tout le monde va être très, très précautionneux maintenant sur les moindres annonces. Donc, c'est une bonne image. Il y avait cette idée dans la vidéo sur laquelle on va revenir, sur la priorisation, la hiérarchisation de ce qui fait la vie culturelle aujourd'hui. Laurent Garnier, qui est donc grand musicien électronique, DJ, s'est exprimé aussi récemment à travers une lettre sur la nuit. Est-ce que c'est particulièrement le parent pauvre, en fait, dans cette histoire, la culture de la nuit ? C'est toujours particulier parce que de prime abord, la première réaction, c'est déjà d'être civique, on a conscience de ce qui se joue, on sait que pour certains, c'est pire. Donc je pense que c'est peut-être aussi ce qui explique une forme peut-être de timidité dans les premiers mois sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que quand il y a eu ces assiettes et quand on a vu leur répartition, quand on entend certains mots ou qu'on n'en entend pas d'autres, c'est vrai que ça peut devenir assez blessant, quoi. Précisez. Non, mais je montrerai du doigt à personne, mais non, mais c'est vrai que ça peut devenir vraiment blessant, quoi. C'est-à-dire quand on voit la répartition et quand on voit typiquement 1600 signataires, quand ce moment-là, l'appel des indépendants, moi, à titre perso, il a aussi eu cette vertu, ça m'a même permis, même moi, de réaliser le nombre, le professionnalisme, les valeurs qu'on a. Et ouais, il y a de quoi un petit peu rager, et c'est aussi pour ça qu'on s'organise et que ces moments-là, ils sont importants pour essayer de commencer à porter une voix constructive, civique, mais commencer peut-être à devenir vindicatif, peut-être le mot est fort, mais voilà, commencer à lever le doigt, on va dire, gentiment. Mathieu Giraud, c'est comme ça que vous le voyez aussi, cet appel, et donc aujourd'hui ce manifeste, lever le doigt dans le débat, timidement puis fermement? Oui, moi je trouve que ce qui est important aussi, c'est peut-être de revenir sur cette notion d'indépendant, parce que... Oui, comment vous la définissez? Parfois avoir du mal à comprendre pourquoi des indépendants viennent à interpeller les pouvoirs publics et les politiques. Et ce qu'on veut dire par là, alors comment on le définit, on n'a volontairement pas voulu rentrer dans des définitions extrêmement strictes et enfermantes, d'une part parce que on a la volonté de rassembler de manière transsectorielle en fait différents secteurs culturels au sein desquels la définition de l'indépendance n'est pas forcément la même.
Mais en l'occurrence, on a évidemment des points communs sur d'où proviennent nos sources de financement, sur la manière de gérer à qui appartiennent les structures, les associations, etc. Et puis, je pense surtout, on s'est retrouvés autour de valeurs communes, de missions, d'engagement, d'une vision du monde et d'une vision de la société qui ont été résumées dans cet appel des indépendants. Donc ça, c'est pour la partie qui on est, en fait. Le fait d'interpeller à cet endroit les politiques publiques, c'est totalement lié, évidemment, au contexte, puisqu'on se retrouve aujourd'hui complètement désarmé, comme le disait Quentin, dans une situation complètement inédite, où on est empêché totalement de déployer nos activités. Donc, on a besoin de soutien et on se retrouve face à des politiques publiques qui ne nous comprennent pas, ne connaissent pas bien. Et donc, on a une urgence de nous faire entendre, nous faire connaître, nous faire comprendre auprès des politiques publiques, auprès des élus et plus largement, je crois, auprès de tous les gens qui, aujourd'hui, définissent en France les politiques culturelles. Vincent Carré, on vous a entendu avec nous en début de plateau, puis à l'intérieur de ce petit magnéto, ainsi que Mathilde Giraud. Comment est-ce que vous définiriez en tout cas cette philosophie d'une politique culturelle de l'après, on va dire, telle que vous essayez de la penser, telle que vous avez été amené à la penser en travaillant sur cet appel des indépendants et sur les états généraux. Il y a Jack Lang qui avait parlé d'un New Deal culturel, ce qui appelle quand même une certaine révolution et une certaine ambition dans les propositions. Oui, on avait noté cette phrase de Jack Lang qui est intéressante. Effectivement, le fait est que malheureusement, on est déjà très en retard pour ce New Deal. Il y a un contexte qui est manifestement, au moins dans les grands traits, partagé par à peu près tout le monde, je crois, c'est qu'on est dans une situation de crise qui dépasse de très loin la question de la crise sanitaire. On est aujourd'hui dans une crise qui se jalonne vers une crise économique et sociale très, très forte, très violente. On voit des indicateurs extrêmement angoissants de tous les côtés sur l'augmentation de la pauvreté, le décrochage d'un certain nombre de populations, les problèmes liés à l'éducation, à l'inégalité des territoires face aux politiques publiques, au fait que l'État déserte un certain nombre de territoires, au fait qu'il y a des ruptures, y compris sur le plan démocratique, qui se traduisent à la fois par une désertion des urnes massive, telle qu'on l'a vu lors des derniers scrutins, mais aussi, encore plus grave, d'une défiance vis-à-vis de la démocratie qui est croissante, des problèmes d'éducation aux médias, etc. J'en passe. Donc un contexte extrêmement compliqué qui fait peser une menace sur notre vie citoyenne, sur notre démocratie qui est très importante. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la culture, au même titre que l'éducation et au même titre que d'autres outils que nous avons à notre disposition, peut contribuer à résorber un certain nombre de ces fractures, peut contribuer à remettre du liant dans ces objectifs de vivre ensemble et de faire société que nous partageons. Si la culture est un outil, à ce moment-là, il faut le mobiliser au bon endroit. Et aujourd'hui, on mobilise l'outil de la politique publique de la culture pour consolider l'existant, c'est-à-dire pour consolider une vision archaïque, patrimoniale, hyper centralisée et hyper inégalitaire vis-à-vis à la fois des classes sociales, mais aussi vis-à-vis des générations. Nous, l'un des objectifs principaux de l'appel des indépendants dans la philosophie de tout ça, c'est de redéfinir les enjeux d'une politique publique qui va s'adresser d'abord à ceux qui en ont le plus besoin et pas à ceux qui sont le plus consolidés dans la société. Ensuite, qui va s'adresser à la jeunesse, et en particulier quand on parle d'un plan de relance, je ne comprends pas qu'on puisse avoir une vision patrimoniale. Soit on se projette pour essayer de construire un futur commun souhaitable, désirable, pertinent, soit on consolide l'existant et à ce moment-là, on investit effectivement dans l'art lyrique, dans le château de Villers-Cotterêts et dans Versailles. Mais l'enjeu me semble être tout autre. Je crois qu'il faut qu'on redéfinisse ces politiques publiques en se disant quelles sont nos urgences, quelles sont nos priorités. Et donc la jeunesse, évidemment en fait partie. Et derrière, il y a aussi un enjeu de diversité, bien sûr, puisque toutes ces structures culturelles indépendantes qui a redessiné un peu Mathilde à l'instant, elles ont une particularité aussi, c'est qu'elles sont sur tous les territoires. Elles ne sont pas que dans le 9e et le 10e arrondissement de Paris, ou dans le 3e arrondissement de Paris, elles sont sur tout le territoire.
à la campagne, dans le périurbain, dans les petites villes, les grandes, sur les territoires en difficulté. Les territoires qui sont moins en difficulté, elles sont partout. Elles irriguent ce territoire et elles sont une force. Elles sont une force de transformation, elles sont une force de présence culturelle sur tous les territoires, et elles font ce boulot. Elles sont utiles. Donc leur disparition, leur fragilité pèsera non seulement sur la vie culturelle et sur la diversité culturelle de notre pays, mais pèsera aussi sur notre vie sociale et démocratique. Et c'est un risque qu'il ne faut pas prendre. Voilà. Mathilde Giraud, justement, comment est-ce que vous, à votre échelle à Ground Control, vous travaillez donc sur ce maillage en fait, sur votre territoire. Vous m'aviez parlé de ce festival sur les médias, sur bien s'informer, à l'heure évidemment de l'explosion avec la crise sanitaire des mécaniques du complotisme, entre autres des médias engagés aussi. Comment est-ce que, à travers donc, votre action, votre programmation, vous allez toucher justement ce public qui peut être socialement un petit peu séparé des initiatives culturelles, et comment est-ce que vous développez aussi des choses pour les nouvelles générations? Alors, en fait, il faut peut-être revenir aussi dans cette double dynamique acteurs culturels et médias. On sait bien en fait qu'on est face à des enjeux, à des problématiques, à des questionnements qui sont très proches entre acteurs des médias et acteurs culturels, et notamment sur la mission finalement qu'on défend aussi sur le fait de préserver les libertés d'expression et de création, préserver la diversité et défendre la démocratie. Donc ça, c'est un moteur, je crois, qui nous relie. Et au sein de Ground Control, pourquoi on a choisi aussi de développer un média, au-delà de, comme vous le disiez, permettre à ce que la programmation soit accessible à la fois dans le temps et sur une base de public plus large, c'est aussi en fait pour traiter le sujet média comme un vrai sujet de programmation et de sensibilisation de nos publics, autour de l'éducation aux médias, autour aussi de cette perte de confiance qu'on observe depuis maintenant pas loin de 4-5 ans, assez fortement entre les médias et leur public. Et c'est d'essayer en fait de recréer, retisser du lien entre les publics et les médias. Et nous, à Ground Control, on le fait à notre manière, c'est-à-dire qu'on a une manière d'appréhender les programmations, les sujets, en mêlant à la fois des approches très festives, très divertissantes, et puis des approches beaucoup plus sérieuses autour de conférences, de tables rondes, d'ateliers, d'expositions. Et on essaie donc de traiter ce sujet média au-delà des médias que l'on fabrique dans le studio, au travers de festivals, de rencontres, d'événements. On a un festival qui est maintenant devenu un rendez-vous annuel qui s'appelle le Festival Bien s'informer, qu'on a monté avec Anne-Sophie Novelle, qui est elle-même autrice d'un documentaire qui s'appelle Les médias, le monde et moi, et d'un livre qui s'appelle Les médias, le monde et nous, qui parle de ces sujets-là, et Benoît Raphaël, qui est aussi un expert en nouveaux médias. On a également travaillé sur tout ce qui est numérique, avec un festival sur le peer-to-peer et les logiciels libres, qui font évidemment partie de l'innovation des médias et d'une manière de rétablir aussi la confiance avec le public en étant plus transparent dans les contenus, dans la manière dont ils sont fabriqués, etc. On donne aussi la parole à une partie des médias que nous on appelle indépendants et engagés, pour justement défendre cette diversité et essayer de mettre en avant des acteurs qui se battent au quotidien pour faire vivre une forme de journalisme réellement indépendant. Donc voilà, nous, notre manière d'appréhender en fait le média à Ground Control, elle est multiple, et elle est à la fois dans la fabrication même de contenu, mais elle est aussi dans un élément de programmation très très important et un sujet très très important chez nous. Et comment on fait pour toucher les publics? C'est ce que je disais tout à l'heure sur la différence, sur les formats différents qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément adresser les mêmes personnes en fonction de si on propose des ateliers, si on propose des tables rondes, si on fait des podcasts, ou si on fait une espèce de fête du média beaucoup plus, on va dire, fun et légère. Et on essaie de combiner tout ça pour justement adresser un public le plus large possible. Quentin Garriot, vous avez fait aussi ce travail, on va dire, de maillage territorial, puisque vous avez lancé en 2019 des événements autour de Trax. Vous êtes allé à la rencontre de finalement ceux qui pouvaient suivre le site en ligne ou l'acheter, le journal en ligne ou l'acheter en kiosque. Et vous avez commencé vous aussi à diversifier à la fois donc, sur le plan thématique et sur le plan des formats.
les activités de Trax. Comment est-ce que voilà, vous avez développé l'activité culturelle du média Trax? En fait, on va dire qu'il y a 5 ans, on a pris une décision collective. On a beaucoup discuté dans l'équipe et en fait, on a pris la décision de s'ouvrir dans notre thème. Donc, au lieu d'aller picorer trop de thèmes culturels, on s'est dit, OK, en fait, on a une contrainte, c'est qu'on ne va pas trahir notre identité, mais par contre, on va aller chercher dans les moindres recoins comment on peut s'ouvrir dans ces thèmes-là. Donc, les thèmes, c'est les cultures festives, ses valeurs, les musiques électroniques. En fait, par ce biais-là, on s'est dit, OK, maintenant, une fois qu'on a ce cadre-là, on va essayer de choper toutes les opportunités qu'on peut avoir, de parler de tout le reste. Donc, pour vous donner des exemples, on a un format vidéo qui est récurrent, qui donne la parole à des graphistes, à des DA. Généralement, à chaque fois, il y a une justification, c'est qu'en fait, ce graphic designer a fait telle ou telle pochette de tel ou tel label, mais c'est l'occasion de parler de tout son travail. On a un format autour de la danse, toujours en vidéo, où en fait, c'est un peu comme une roulette avec des morceaux iconiques de nos cultures, et le danseur va tomber sur un morceau au hasard, il va devoir danser dessus. Voilà, on essaye. On peut parler de mode s'il y a quelque chose de crédible. On parle de plus en plus d'écologie parce que ça intéresse beaucoup notre audience et parce que les acteurs sont de plus en plus consciencieux sur ces sujets-là. Et en fait, finalement, ça a été assez naturel chez Trax à la fois de s'ouvrir. On a eu une réponse assez directe de l'audience, parce qu'en fait, Trax, sur 6 ans, ça a multiplié son audience sur les réseaux sociaux et sur le web par 6 ou 7. Donc, la réponse est chiffrée, quoi. Et ça nous a pas empêché de, typiquement quand on fait une tournée de Club Trax, de se dire ok, bon bah là on est clairement dans la culture club, on est dans le Trax originel, quoi. Des clubs, minuit 6h, partout en France, de faire ce genre de tournée très droit au but, quoi. Et du coup, on était ravis de voir que le public était présent en nombre, et que du coup c'était probablement l'addition de l'âge du média, son antériorité, mais aussi le travail au quotidien qu'on fait sur le web et les réseaux sociaux, parce que pour réussir un événement aujourd'hui, c'est pas que l'image de marque qui joue, ça va être aussi le fait d'avoir un public, une audience qui répond présent, parce qu'en fait elle voit l'info très facilement sur le web et les réseaux sociaux. Donc voilà grossièrement comment on s'est diversifié chez Trax. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, c'était cette question-là, ouais. C'est-à-dire de la fabrication, on va dire, d'une structure culturelle à partir d'un média, et donc effectivement de ce déploiement thématique que vous avez fait à partir de la culture électronique et de la culture festive. Mais on voit qu'il y a un enjeu de modélisation aussi, c'est que le réflexe, c'est d'aller vers des thèmes connexes et d'aller donc vers ce qui est contagieux, on va dire, autour de la culture électronique. Et finalement, est-ce que ça, c'est pas une manière de repenser aussi la politique culturelle? Peut-être je voudrais laisser la parole à Vincent Carry à ce sujet, puis on va parler aussi de ce que fait Artifarty, mais on voit qu'il y a une initiative qui verra peut-être plus jamais le jour, c'était le Pass Culture, pour justement essayer d'inviter les jeunes à de nouvelles pratiques culturelles, de nouvelles consommations culturelles, et finalement, cette réflexion par connexe, c'est-à-dire par réseau affinitaire, est-ce que c'est pas plus ça qu'il faut essayer de développer pour ouvrir les publics, pour toucher plus largement, comme vous le disiez, à la fois génération, territoire et public, que la structure peut-être du Pass qui était centrée sur une offre, en fait. Vincent Carry. Oui, je suis d'autant plus d'accord que j'ai eu l'épreuve de devoir participer aux ateliers, aux débats, aux primo-débats sur la question du Pass Culture, et j'étais un des rares à être finalement assez vent debout contre ce dispositif. Effectivement, il y a un gros chapitre du manifeste qu'on va publier qui est sur la question de la jeunesse, et aujourd'hui on est dans une époque beaucoup plus organique, beaucoup plus de terrain, beaucoup plus participative, contributive, collaborative, où je crois qu'il y a une attente d'engagement de la jeunesse dans aussi sa propre vision de la culture, ses propres enjeux, ses propres esthétiques, ses propres usages, leur façon de vivre tout ça. C'est très entremêlé, à nouveau, j'insiste sur ce point, mais c'est très entremêlé avec leur engagement citoyen, démocratique. Cette jeunesse porte des causes. Il y a une génération aujourd'hui de militants qui sont extrêmement actifs sur tout un tas de terrains.
sociaux, sociétaux, qui ont trait à l'ensemble des combats de cette génération. Et ces combats, ils traversent le secteur culturel. On le voit dans nos lieux, on le voit dans nos festivals, on le voit sur nos dance floors, on le voit dans les colonnes et dans les podcasts de nos médias indépendants. On voit aujourd'hui tous ces débats. Et je crois que l'enjeu, il se situe là. C'est comment est-ce qu'on reconstitue une boîte à outils, un maillage consolidé, parce que pour être indépendant, pour contribuer à cette diversité, pour contribuer à cet effort collectif, eh ben, il ne faut pas être complètement à poil. Il faut avoir des ressources. J'ai souvent tendance à dire que l'indépendance, ce n'est pas forcément la mélancolie de la précarité. Ça a peut-être été vrai à un certain nombre d'époques, mais aujourd'hui, il faut être outillé. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre l'environnement dans lequel on vit, d'avoir un outillage juridique. Mathilde évoquait tout à l'heure les questions de gouvernance qui sont très importantes. L'environnement dans lequel on travaille s'est complexifié. On a des responsabilités, une responsabilité environnementale, etc. Donc il faut que ce secteur soit outillé aussi bien du côté culture que du côté média, qui travaillent d'ailleurs ensemble. Et la plupart de nos structures sont devenues en effet hybrides. Et donc l'hybridation chez Artifarty, ça s'est traduit donc notamment par l'avènement, peut-être d'ici 2022, d'un média indépendant européen qui réunit donc plusieurs médias qui ont travaillé autour de Média Europe et du European Lab. Il y a plusieurs sujets. D'abord, chez nous, dans les bureaux d'Artifarty, nous avons un incubateur média. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait dès le départ en s'installant dans ce lieu où nous sommes, la Confluence à Lyon, d'avoir un lieu pour accompagner les projets émergents à la fois culturels et médias. Donc dans les 21 projets que nous avons accompagnés en saison de prototype, nous avons 9 médias, donc à peu près la moitié de ces structures. Et puis nous allons, à partir de 2021, densifier ce projet puisque nous allons avoir un vrai focus sur un incubateur média qui devrait voir le jour en janvier 2021 en fonction des aléas de la crise sanitaire. Ensuite, on a un deuxième projet, effectivement, qui est qu'on va lancer un média européen à partir de la coopération que nous avons créée il y a quelques années, qui s'appelle We Are Europe, coopération que nous avons créée avec le Festival Nuit Sonore, Sonar à Barcelone, CO Pop à Cologne, Reworks à Thessalonique en Grèce, To Desert à La Haye aux Pays-Bas, etc. On est sur 8 pays. Et cette coopération, elle avait pour but de justement consolider des échanges et un mouvement collectif entre des festivals plutôt de culture électronique au départ, mais qui tous avaient créé des lieux de débat, des forums comme European Lab par exemple à Lyon, ou Sonar Plus Day à Sonar à Barcelone. Et à partir de là, on a décidé collectivement qu'on allait créer un média parce qu'il nous semblait ce média extrêmement utile à la fois pour valoriser un certain nombre de contenus et les faire vivre autrement que simplement dans l'instant présent, leur donner de la valeur dans le temps. Ensuite, c'est un outil qui est extrêmement utile pour nous relier les uns aux autres et pour faire une communauté. Je crois qu'on a souvent tendance à se définir comme des îlots un peu isolés, chaque indépendant, chaque média, chaque structure, chacun dans son coin, chacun dans son territoire, etc. Et on a envie de se relier, de former ce que précisément d'aucuns appellent des archipels qui forment des continents. Et je crois que notre union, le fait de nous relier, de travailler ensemble aujourd'hui est extrêmement important. Et le troisième point, c'est que si on veut adresser la jeunesse, il faut constituer des lieux, des médias, des espaces dans lesquels ils se reconnaissent. Donc pour qu'ils s'y reconnaissent, il faut le faire avec eux. Voilà. Donc il faut leur donner un certain nombre de leviers. Je crois que c'est ce qui se passe à Grande Contrôle, ce qui se passe à Trax, c'est une évidence aussi. Et ce qui se passe aussi chez nous, c'est qu'on donne les clés de la programmation, de la conception, de l'imaginaire de nos projets aux jeunes générations qui veulent monter pour prendre en charge en fait cette vision culturelle. C'est le fameux slogan « Don't hate the media, become the media ». Exactement. Exactement. Mathilde Giraud, comment est-ce que finalement le lien se fait entre cet appétit vers une musique, vers une culture, et puis ensuite ce glissement vers les idées, vers la citoyenneté, vers la démocratie? Comment est-ce que ça s'articule, et notamment dans la programmation à Grande Contrôle? Ça s'articule assez naturellement en réalité parce que on travaille autour d'une ligne éditoriale. Je crois que c'est ça qui a marqué en fait le début de l'aventure Grande Contrôle tel qu'il est aujourd'hui. C'est de rentrer au travers de thématiques de société
de thématiques qui peuvent être d'ailleurs relativement niches ou qui peuvent correspondre à certaines communautés plus qu'à d'autres a priori, et d'en faire en fait un point de départ sur la construction et le tissage d'une programmation pluridisciplinaire avec des concerts, avec, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, des expositions, du spectacle vivant, des conférences et donc de la production de contenu. Donc ça se fait en tissant autour d'un sujet différentes disciplines, différents secteurs d'expression artistique et culturelle au sens large, puisque nous, notre appréhension de la culture, il est très large. On y intègre aussi, pourquoi pas, l'alimentation, et puis la nature, l'environnement, etc. Donc ça se fait ainsi. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que on travaille aussi le média, comme je disais tout à l'heure, comme un élément de programmation. C'est-à-dire qu'en fait, dans une thématique de programmation, on va parfois monter une série de podcasts ou une série de films qui vont faire écho à cette thématique ou à une thématique en particulier. Alors, je voulais redonner la parole à Quentin Guerriot, mais le temps est court, mais on voit que cette politique, presque on pourrait appeler 2-3 petits chats, elle fonctionne aussi à Trax, dans l'affinitaire et dans le niche qui permet de tisser ensuite des thématiques plus larges et d'ouvrir au public. On va clôturer sur ce manifeste des indépendants, donc, qui paraîtra le 2 décembre. Vincent Carry, simplement sur les thèmes abordés qui me permettent de voir comment finalement vous avez envisagé cette nouvelle philosophie culturelle. Oui, il y a des grandes thématiques qui ressortent, hein. Bien entendu, la première, c'est la jeunesse, on en a parlé. Je crois qu'il y a un enjeu aussi de responsabilité. Donc, on a un très grand chapitre de notre manifeste sur cette question, c'est-à-dire comment finalement les acteurs entendent être complètement maîtres de leur destin et acteurs aussi du changement qui s'annonce inexorablement et dont on espère qu'il ira dans un sens positif de reconstruction démocratique et sociale. Et donc, toutes ces structures veulent être responsables sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan des égalités, sur beaucoup de sujets qui les préoccupent aujourd'hui. Il y a un enjeu de coopération. Comment est-ce que de plus en plus on relie nos initiatives? Comment est-ce qu'on fait ensemble? Comment est-ce qu'on renforce les solidarités, les complémentarités? Ça, c'est vraiment une trame qui est sortie extrêmement fortement aussi. Et puis, bien sûr, il y a un enjeu d'outillage, de capacitation, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui on doit renforcer ces structures dans leurs compétences les plus larges. Et enfin, un sujet de ressources et de financement qui est très important aussi. Et là, on s'adresse pour le coup à l'État en particulier, dans une moindre mesure à un certain nombre de collectivités, pour dire qu'il faut rendre nos politiques publiques de la culture non seulement plus équitables, mais surtout plus en phase avec nos priorités et avec le contexte dans lequel on se trouve. Voilà. Merci beaucoup à Vincent Carry, directeur d'Artifarty European Lab et We Are Europe, d'avoir été avec nous. Donc à suivre pour découvrir ce manifeste, ce sera le 2 décembre. Merci à Mathilde Giraud, directrice éditoriale de Grande Contrôle et du studio Grande Contrôle. Et enfin en présentiel, Quentin Guerriot, merci à vous, directeur général de Trax. Et on le dit aussi, on en reparlera peut-être une autre fois, de Mint et de bien-être.